Bonjour à tous, c'est Thomas. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec une personnalité incroyable, vous allez vous en rendre compte vous-même, Pierre Malinowski. Bonjour. 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 Je te remercie déjà de nous avoir invités ici. On va parler de ton parcours assez exceptionnel, de ta rencontre avec Poutine, des fouilles archéologiques dont certaines tout le monde connaît par ailleurs. Donc putain, voilà, je spoil déjà la suite. Donc, je vais commencer par quelque chose par rapport à ton parcours parce que c'était il y a peu de temps, à l'heure où on tourne. France TV Info a fait un magnifique article, magnifique c'est bien évidemment en fonction Bien sûr. de ton point de vue, euh, sur les propagandistes russes, entre guillemets, et dans le lot, tu étais inscrit, mais je ne l'ai pas trouvé très méchant par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as vu, puisque ce n'est pas le premier article qui est sur toi, Ah non. qu'est-ce que tu ressens de ces termes utilisés, ou même en règle générale des médias à ton encontre, surtout que tu vis en Russie? Bah là, pour le France Info, bon, il y en a eu pas mal, hein. Je suis cité dans plusieurs bouquins aussi de gauchos en France qui me balancent des choses comme quoi je suis parfois je suis l'ambassadeur français au Kremlin, parfois je suis un agent russe, parfois on sait pas trop. Mais là, ce que j'ai vu, c'est écrit, je crois, le mot influenceur du Kremlin. Donc moi, on dirait que je suis la Beyoncé du Kremlin, mais non. Non, mais c'est vrai que par rapport, je crois qu'il y a plusieurs autres Français qui sont cités dedans, donc il y a pas mal de biographies. La mienne, elle arrive, je crois, en troisième position, mais il faut quand même reconnaître, le journaliste, il est correct, puisque ce qu'il raconte, bah, c'est la vérité. J'étais avec Jean-Marie Le Pen, ça je ne veux pas m'en cacher. J'ai travaillé pour lui, c'est lui qui m'a lancé au Parlement européen. Mais pour le reste, il parle des projets que j'organise en Russie, il parle du général Gudin, donc il cite des choses qui sont en fait pour moi très positives. Et surtout, il me cite, lorsqu'ils m'ont posé une question, il cite exactement mot pour mot. Donc je ne peux pas critiquer le travail des journalistes. Parfois, il y a des articles qui sont à charge contre moi, mais c'est jamais vraiment méchant. On peut regarder Le Monde par Ariane Chemin. L'article qu'elle avait fait, il est très positif. Pour moi, bien sûr, c'est sulfureux. Même Libération, quand ils avaient fait le barreau à la Cosaque ou quelque chose comme ça, même Libération, c'était correct. Donc, les journalistes, ils ont leurs opinions, mais ils ne critiquent pas mon travail. Et pour moi, c'est ça le plus important. Justement, on va commencer par rapport à ton parcours, ton travail et tes projets, la Russie. Ouais. La question qu'on pose absolument à tout le monde qui vient en Russie, Ouais. qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Quels ont été les débuts en soi? Le Pen, Le on Pen, ne va pas se cacher. C'est que pour moi, j'ai quand même été élevé, on va dire, dans un anti-russe primaire, vraiment. Ma famille, on a toujours été éduqués vraiment dans l'anti-russe, hein. En fait, c'est plus dans l'anticommunisme, parce qu'en fait, ma famille, du côté paternel, vient de Pologne. Et mon arrière-grand-père a fait la guerre de 1919 contre les bolcheviks. Il a perdu sa jambe et ils sont arrivés en France. Donc, côté paternel, c'est des immigrés polonais qui sont venus dans les années 20. Ma mère est française. Et depuis que je suis né, on me disait toujours, bah, les Russes, c'est des gars en chapka, voilà, tout est fermé. Enfin, comme dans... surtout que les Polonais, c'est pas les plus grands amis de la Russie, quoi. Ah bah non, je pense que... Alors, ah non, non, il y a un petit contentieux entre les deux qui dure et qui perdurera encore longtemps. D'ailleurs, c'est vraiment malheureux parce qu'il y a quand même énormément de valeurs entre les deux pays qui se ressemblent et qui pourraient les rassembler, justement. La famille, voilà, la religion, tout ça. Mais les Polonais, eux, pour eux, les Russes, c'est voilà, c'est l'ennemi héréditaire. Mais donc, pour continuer sur mon éducation, je me souviendrai toujours, c'était en 99, quand il y a eu le Kursk, j'oublierai jamais, puisqu'à table, on avait un dîner de famille, et mon père m'a dit tout de suite, regarde là les Russes qui laissent crever leurs soldats, c'était ça. Donc moi, j'avais 12 ans, hein, je me disais, ah oui, les Russes, voilà. Et en 2014, j'ai commencé à m'intéresser comment dire, au corps expéditionnaire russe, parce qu'un jour, mon père me dit, tu sais qu'il y a des Russes qui sont venus mourir pendant la Première Guerre mondiale, à côté de chez nous. Et j'ai commencé à me dire, oh, dis donc, et je me suis intéressé à ces Russes-là. Et je suis rentré après 8 ans d'armée au Parlement européen, et là, Le Pen me dit, Pierre, t'es russe, toi, avec mon nom? Et je dis non. Il me dit, oh. Il me dit, bon, bah, tu vas aller en Russie et puis tu vas essayer de créer des contacts là-bas et m'organiser un voyage. Ça a commencé comme ça. Et moi, je lui dis, je connais personne là-bas. Et il m'a dit, il m'a envoyé, je n'oublierai jamais, en septembre 2014. Je suis arrivé à Moscou, comme ça, ils m'ont pris les billets. Et en fait, je connaissais personne. J'avais juste un ancien légionnaire que je connaissais, qui est un ami à moi. Je lui ai dit, oh, t'as pas des copains à Moscou avec qui je pourrais présenter à Le Pen et tout? Il me dit, si, des boxeurs. Ça te va? Oh, je dis, le niveau, ça va pas être très élevé, quoi. Et en fait, on a organisé la venue de Le Pen pour rencontrer Povetkin, qui est un boxeur russe, et on l'a emmené à un show de boxe. Mais au début, c'est tous les contacts que j'avais ici. Mais quand je suis venu là, je me suis dit, oh, c'est pour moi. Ce pays, en fait, dès que je suis arrivé,
je suis arrivé près du Kremlin, là, le long de la Moscova, je me suis dit, oh, ce pays, c'est pour moi. Et j'ai commencé à parler avec les Russes, tout ça, et je disais que j'étais français, avec des yeux écarquillés comme ça, parce que les Russes adorent, les Russes aiment la France, aiment les Français. Et au bout de 7 mois, bah, j'ai déjeuné avec Poutine au bout de 7 mois, en mai 2015, et puis bah, ensuite, bah, j'ai commencé à venir de plus en plus régulièrement, jusqu'à m'installer en 2017, et maintenant je suis russe. Donc voilà. Oui, tu as le passeport. Ouais, j'ai la nationalité russe depuis juillet 2022. Okay. Alors, tu as évoqué que tu avais rencontré Vladimir Poutine, qui est l'un des personnages les plus emblématiques, même si ce ne serait même pas le personnage le plus emblématique du siècle. Quel a été ton ressenti la première fois que tu l'as vu? Alors, c'est peut-être le seul personnage, j'ai rencontré beaucoup de monde, mais par exemple, en 2015, j'ai rencontré, il y avait 26 présidents qui étaient là, président chinois, il y avait Castro, il y avait Al-Sisi, il y avait tout le monde, et Poutine, c'est vraiment spécial, parce que c'est le seul président ou chef d'État qui m'a donné un espèce de blocage de la colonne vertébrale à la première rencontre. Enfin, c'est pas la première rencontre, je l'ai vu en 2015, la première fois où on a déjeuné avec, où on a parlé, j'étais dans sa tribune présidentielle pour la parade, donc j'arrive, première rencontre, je suis dans sa tribune, alors qu'il y a 100 places, 80 places, j'étais, voilà. Mais ensuite, la fois où vraiment où je l'ai rencontré en tête-à-tête, donc en privé, où on a discuté, il dégage quelque chose. Hein. Voilà. Il n'est pas très grand, mais il fait 3 mètres, en fait, quand il est en face. Il a quelque chose, quand il est là, en fait, les gens n'existent plus autour. Je me rappelle, il y avait Hidalgo, Dati derrière et tout, on aurait dit des petites, je sais pas, là, des michetonneuses qui étaient derrière en train de courir. Il n'y a que Poutine qui existe, en fait. Même les grands ministres de Russie que tu connais et tout, quand il y a Poutine, il n'existe plus, en fait. Il n'y a que lui. Mais Poutine, ce qu'il apprécie, c'est quand on lui parle d'homme à homme, en fait. Moi, je ne suis pas impressionné. C'est un président, mais tu vois, moi je vois mes projets, et les projets, il adore l'histoire. Donc les discussions, à chaque fois, elles sont très positives. Il y a des fois, il m'a même pris par le bras, voilà. Mais je ne suis pas en train de me dire, oh, je ne vais plus me laver le bras. Voilà, mais Poutine, il restera, comme ils disent en Russie, Staline, Lénine, Poutine. C'est les 3 noms du 20e siècle, 21e siècle, qu'on gardera, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais Poutine, il est là depuis 20 ans. C'est l'homme le plus connu du monde, je crois, actuellement. Et voilà, donc je l'ai rencontré 6 fois, je l'ai vu 30 fois, hein, mais où j'ai vraiment parlé avec lui, j'ai eu vraiment 3 rendez-vous où j'ai pu parler plus de 10 minutes, tu vois. Et voilà, mais je peux dire que c'est quelqu'un qui est très impressionnant, très cultivé, voilà, qui est assez froid. Il faut vraiment briser la glace rapidement parce qu'il te scanne en 2 secondes. Hein. Il te regarde dans les yeux, je te promets. C'est un ordinateur. Il voit le moindre truc, si tu trembles, si tu as un truc. Il est professionnel de la PNL, comme on dit, de la programmation neurolinguistique. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire sur lui. Okay. Et par rapport à ton association, sur le Fonds pour le développement des relations historiques entre la France et la Russie, qui est d'ailleurs un super projet. On s'était rencontrés comme ça quand j'étais venu avec l'équipe de RT pour la fouille de Maloyaroslavets. Ouais. Tu prononces bien d'ailleurs. Ouais, à force, moi j'y arrive toujours pas. J'ai répété je ne sais combien de fois pour pouvoir le dire correctement, donc là c'est bon, c'est un nom trop compliqué. Et du coup on s'était rencontrés comme ça. Comment t'es venue l'idée justement de rassembler la France et la Russie à travers l'histoire? Déjà, il y a quand même une grande histoire commune entre les deux pays. Il y a presque 1000 ans en fait, d'histoire entre la France et la Russie. Si on remonte à Anne de Kiev, voilà, ça remonte à près de 1000 ans. Mais surtout, moi, je m'intéresse aux 200 ans, en fait, aux 2 derniers siècles, tu sais, de Napoléon. Parce que Napoléon, pour moi, si on doit rattacher quelque chose à Napoléon, un symbole, il y en a 2 pour moi. La victoire d'Austerlitz et la campagne de Russie. On voit Napoléon à Moscou, c'est un symbole énorme. Et moi, je suis un grand fan de Napoléon. Pour les Russes, en soi, tu as le musée à côté du Kremlin qui est juste pour cette guerre. Et il y a beaucoup plus de statues de Napoléon ici qu'en France, par ailleurs. Et puis surtout, ici, tu peux demander à un Russe qu'est-ce que tu penses de Napoléon. Il y en a quelques-uns, ils vont te dire « Oh, un dictateur, un tyran, vive l'empereur ». Parce qu'ils ont une fascination, les Russes, pour les conquérants qui sont venus jusque chez eux, en fait. Et que Napoléon ait réussi à prendre le Kremlin et à vivre dedans, c'est un respect. Ils ont un respect, en fait, pour les ennemis, même les ennemis vaincus, ils ont un respect pour les grands hommes. Il faut savoir aussi que Napoléon, c'était pas une guerre raciale. C'était une guerre territoriale, enfin voilà, à travers la littérature, on le voit dans Tolstoï, c'est des guerres chevaleresques. Hein. Il y a eu énormément de morts, mais c'est pas la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est pas Hitler qui veut éradiquer le peuple russe, ça n'a rien à voir. Donc pour moi, ici, ils ont un respect énorme de l'histoire française, en fait, franco-russe, même la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, j'ai pu faire un projet là-bas, avec Napoléon III et puis les Anglais, on est venu leur mettre une tôle à Sébastopol, non mais c'est vrai. Et ensuite, Première Guerre mondiale, là on était alliés.
avec le Tsar jusqu'en 17. Ensuite, Seconde Guerre mondiale, on est les seuls, les Français, alors on a envoyé les pilotes du Normandie-Niemen. Donc pour moi, il y a une histoire entre la France et la Russie qui perdurera, parce que la politique change, mais l'histoire, elle restera. Et ce pays-là, c'est le seul pays qui peut te donner une chance de créer quelque chose d'unique. Tout le monde parle du American Dream. Moi, c'est l'Eldorado, c'est Moscou. C'est mon Russia Dream. Parce que ici, quand je suis arrivé, j'avais rien. Je suis venu les mains dans les poches en 2017 et je dis, je veux créer une fondation ici. Alors au début, tu te regardes là de Durand. Bon, bah, débrouille-toi. Tu vas en France, tu veux créer une fondation, déjà, t'arrêtes parce qu'on va te donner les impôts, puis on va te dire, on va te donner la totale, on va te dire, bah, il n'y a personne, aucun ministère qui voudra travailler avec toi, tout ça et tout. Ici, je suis arrivé. Et puis, si tu as une idée originale, qui parle de l'histoire franco-russe, enfin tu sais, quelque chose qui touche en fait l'âme russe, tout est possible ici. Voilà, quand on me dit c'est impossible de créer quelque chose en Russie ou quoi, faux. Et du coup, tu as commencé l'association en quelle année? En fait, j'ai commencé les projets vraiment en 2017 en France, quand j'ai trouvé les premiers soldats russes du corps expéditionnaire. Mais la fondation, on l'a créée en octobre 2018, parce qu'au bout d'un moment, pour faire des projets, on va dire, d'ampleur internationale, et puis vis-à-vis de la loi russe et tout ça, ils m'ont demandé de créer une fondation. Donc j'ai créé la fondation en 2018. On est à 12 projets déjà quand même, hein, et avec des... Donc le premier, ça a été le corps expéditionnaire. Alors je l'ai fait en dehors de la fondation, puisque à l'époque, moi je creusais, mais ça en fait partie. Mais vraiment, le premier projet qu'on a fait avec la fondation, bah, ça a été direct Général Gudin. Quoi. Premier projet, bim. Donc on avait commencé pas mal. Et bien justement, raconte-nous tout ce projet. Sur Gudin? Oui, sur Gudin. Alors Gudin, en fait, je vais l'avouer, je ne le connaissais pas. C'est juste que quand j'ai voulu faire un projet sur la campagne de Russie, c'est normal. Tu viens ici, c'est obligatoire. Ouais. Et je me suis dit, il faudrait que je trouve il y ait une personnalité pour toucher les gens, que je trouve des soldats de Napoléon, ça peut être bien, des grognards, tout ça. Mais il me faudrait un symbole, une personnalité. Et là, j'ai regardé la liste des généraux tués et disparus pendant la campagne de Russie. C'était incroyable. Il y en a eu 14, donc c'est énorme. 14 généraux tués pendant la campagne de Russie. Et je regarde les disparus, puis je tombe sur Gudin, puis je dis, c'est qui lui? Et puis je regarde, je dis, oh, il est sur l'Arc de Triomphe. Son fils était le page de Napoléon. Il a une rue à Paris. Enfin, Gudin, il était avec Napoléon à l'école. Il est mort dans ses bras et avec lui à Smolensk. Je dis, il faut que je retrouve ce type. Et là, bien sûr, j'ai présenté mon projet à Poutine. J'en ai parlé le 11 novembre 2018 à Paris, parce que quand il est venu pour les commémorations de la Première Guerre mondiale, ensuite, on a été fleurir le monument du corps expéditionnaire sur le pont Alexandre III à Paris. Et puis là, je lui dis, j'aimerais bien retrouver Gudin et tout ça. Et puis là, il m'a fait juste un sourire, de dire, bonne chance, l'air de dire, qu'est-ce qu'il me raconte, lui, il est fou. Et personne n'y croyait. Hein. J'ai été à l'académie présenter mon projet, tout le monde en fait. Tout le monde m'a dit, bah, si tu payes, pas de problème, hein, mais... comment tu vas retrouver un corps d'1,70 m dans toute la Russie où il n'y a pas d'information? Et puis je me suis dit, on va tenter quand même. Donc on a fait des premières fouilles, j'ai fait venir des experts français de l'INRAP, des Français, que des gauchos, mais très pointilleux dans leur travail et très professionnels. Et ils ont accepté de travailler avec moi. Donc on n'avait pas les mêmes valeurs en Russie. Ouais. Et donc j'ai financé leur venue. Il y en a que j'ai gardé contact, c'est des super types. Et on a commencé les fouilles. Et puis moi, il y avait des bastions et tout ça. Et puis ils me disent, il est au bastion Chainov à Smolensk, c'est une espèce de butte. Et puis moi, je dis, pour moi, il est impossible qu'il soit là. Mais je dis, bon, si vous les espérez et tout, on travaille. Voilà. Et on a creusé ici pendant 2 semaines et demie. Et puis rien. Donc là, démoralisation totale et tout. Et puis les Français repartent et je me retrouve tout seul à Smolensk en train de me dire, bon, résultat 0, qu'est-ce que je peux faire? Et je vais au Kremlin et puis voir mon sponsor, les deux, et puis je leur dis, bon, bah écoutez, Gudin, je pense que ça restera un mythe, quoi. Et là, c'est mon sponsor surtout qui m'a dit, André, qui me dit, continue. Je te refinance, continue, tu vas le trouver. Alors moi, je dis, putain, la pression, elle est énorme quand même. Et un mois après, je reparle avec l'Académie des sciences de Russie, je leur dis, bon, bah je refinance une campagne de fouilles. Et je voudrais par contre choisir où je veux creuser. Et ils me disent, OK. Et là, je leur montre le King Bastion dans la citadelle de Smolensk. C'est un petit parc, en fait, qui ne paye pas de mine, quoi. Et je leur dis, je voudrais ici creuser exactement au centre. Et ils me disent, vas-y, mets-toi. Je me suis posté au milieu du parc et puis prenez des photos et tout ça de moi pour dire, ici, t'es sûr? Parce que j'avais le droit qu'à 20 mètres carrés. Et 20 mètres carrés, c'est minuscule. Et ils m'ont dit, t'as intérêt à bien choisir, tu vois. Et je leur ai dit, je suis sûr, il est là. Punaise, c'est stratégique, on voit bien. Enfin, je sais pas, je me suis dit, je suis sûr, il est en dessous, tu vois. Et ils me disent, bon, 0 chance. Ils creusent pendant 12 jours et ils doivent arrêter le 15e jour. Et le 13e jour, au moment où ils finissent de nettoyer les 20 mètres carrés, avant de reboucher, j'ai mon assistant, moi j'étais à Moscou, mon assistant il était sur place, c'est un Français d'ailleurs, Camille. Et Camille m'appelle, il me dit, ouais Pierre, on a l'air bouché là. Puis on a mis un coup de pelle et on a des chicots il me dit, on a des chicots qui sortent de terre. Il me dit,
ils pensent que c'est un soldat polonais, tu sais, du XVIIe siècle, quand ils ont pris Smolensk, les Polonais, tu vois. Et voilà, ou un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Je lui dis, ouais, il y a un soldat de la Seconde Guerre mondiale au centre du bastion. Je lui dis, regarde juste autour, si tu trouves du bois. S'il y a du bois, si ça fait la forme d'un cercueil, tu vois, d'un sarcophage. Il me dit, ok. On creuse, et il me dit, ouais, il y a plein de bois, du chêne avec des clous. J'ai compris tout de suite. Pour moi, c'est pas bon. Après, bien sûr, les Russes, c'est toujours comme ça. Mais non, c'est n'importe quoi, c'est pas lui. J'ai dit, bah, vous allez voir. Et ça a été long, hein, parce qu'après, surtout, ce qu'il fallait vérifier, la première chose, donc après, organiser les fouilles officielles et de regarder si l'élément clé, c'est s'il avait la jambe qui était amputée au-dessus du genou par comment dire, le chirurgien de Napoléon, par l'arrêt. Et le jour J, on commence stressé parce qu'on attendait, tu sais, c'est au pinceau, et millimètre par millimètre. Moi, ils m'ont proposé de creuser avec eux, tu sais, de le faire. Je dis, ah, moi, je touche pas, moi, porte malheur. Et je regardais, je tournais, je fumais, et tout ça. Et à un moment, je regarde mon ex-petite amie qui creusait dessus, elle me regarde et elle me fait. Et là, la jambe était bon. Pour moi, c'était bon. Mais après, attention, il y a une dernière partie qui est très importante, c'est qu'après, les présidents, ils ont été informés tous les deux, mais ils m'ont dit, on veut sur 100%, donc on veut de l'ADN nucléaire. Et là, je dis, maman, de l'ADN nucléaire, ça veut dire qu'il faut que je fasse exhumer sa mère et sa sœur. Parce que le père, tu peux pas, imagine, la mère, elle s'est tapée le jardinier pendant qu'il était en campagne. Eh ben, ils m'ont dit ça, tu vois. Donc là, c'est le procureur de la République qui a dû faire exhumer la mère et la sœur. Et surtout, je dis au Kremlin, est-ce que vous pouvez envoyer de l'ADN en France pour qu'ils puissent faire, la police criminelle puisse faire l'analyse? Ils me disent, oh bah non. Et puis ils me disent, il n'y a pas de loi qui existe entre nos deux pays pour ça. Et là, je dis, je peux le prendre dans mon sac et dans l'avion, Gudin, je prends sa jambe, son crâne et tout ça. Et là, je ne m'oublierai jamais Peskov qui me dit, mais tu sais les risques que tu prends aussi. Il me dit, c'est ton problème. Je dis, je prends tous les risques. Je pars le matin à 4 h du matin. Oh, je n'oublierai jamais sur le détecteur à métaux, quand je vois le Gudin, quand je vois sa jambe et son crâne qui passe, les dents et tout. Et moi, à ce moment-là, je m'étais mis des clés en métal sur moi pour que ça sonne, tu sais, dans le portier, pour qu'il soit... Parce que 4 h du matin, tu sais, les Russes, ils sont comme ça à l'aéroport. Et là, au moment où je passe, où je passe en même temps le portier, je regarde, ça sonne. Et en fait, ils se fixent sur moi et puis ils font pas gaffe. Comment tu veux que la nana qui est derrière son truc, elle s'imagine, putain, elle est en train de transporter un général de Napoléon. Et dans l'avion, je devenais dingue parce que le stress, il était énorme. Et j'oublierai jamais, je lui parlais en fait, tu vois, je disais, putain, t'es venu à cheval en Russie, tu repars en avion. Et donc, je le ramène en France, je le donne à la police criminelle de Marseille et au professeur Signoli. Et là, je tombe malade tellement c'était du stress, tu vois. Et après, au bout de 2 semaines, ils me disent, c'est bon, c'est confirmé. Et là, j'apprends un truc, les Russes, ils me disent, il faut que tu ramènes en Russie maintenant. Et là, ils m'ont demandé de ramener le corps en Russie, les os et tout, plus des dents de la mère. Parce que les Russes voulaient faire aussi leur analyse nucléaire pour montrer qu'eux aussi, ils ont prouvé que c'était Gudin. Et donc, on l'a trouvé en juillet 2019 et fin novembre. Réponse officielle, et là après c'est devenu présidentiel, et voilà. Mais en fait je me suis tout tapé tout seul, tu vois, même le transporter. Et puis même le aller-retour, c'est moi tout seul illégalement. Par contre après, pour le ramener en France, c'est nous qui avons financé l'Airbus privé pour le ramener. J'oublierai jamais à l'aéroport quand on arrive, on nous attendait, parce qu'il y avait la ministre qui était là, Darusek, et là il y avait, je sais pas, au moins 200 gendarmes, 200 douaniers, des flics de partout. Et là, ils encerclent tout ça, l'avion, ils sortent le cercueil, et là, ils montent dans l'avion pour venir nous voir tous, et ils font tous des selfies. Tous les flics, tout le monde, ils font des selfies avec moi, ils me disent que c'est énorme et tout. J'étais vraiment... Ça, j'aime bien, parce que c'est des mecs, ils ont le respect, tu vois. Et là, les douaniers, les gendarmes, tout le monde s'est dit, waouh, parce que pour eux, un général de Napoléon, qui est un des plus grands, qui revient en France, ah, c'était unique. Après, la cérémonie aux Invalides, pour moi, comme c'était l'aboutissement final, c'est quand même exceptionnel. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Macron a quand même fait un décret et Gudin, il est enterré à côté de Napoléon sous le dôme. Ça n'arrive jamais. Il y a les 99% des généraux et maréchaux, ils ne sont pas aux Invalides, tu vois. Ils sont au Panthéon ou ils sont au Père-Lachaise. Mais Gudin, il est enterré juste sous le dôme à côté. Donc tu imagines le niveau, ça restera dans l'histoire. Bon, moi, ils m'ont juste dit, tu as de la chance de ne pas aller en tôle. Donc, ce n'est pas la Légion d'honneur qu'ils m'ont mis. Ils m'ont juste dit, tu as de la chance, tu n'iras pas en tôle. Mais voilà, c'est l'histoire de Gudin. De toute façon, j'ai écrit un livre il y a 2 ans, 2 ans et demi, qui est préfacé par Madame Karadankos, qui est malheureusement décédée, et qui était une amoureuse de la Russie. Et le livre, voilà, il est aux éditions du Cherche Midi. Je raconte un peu toutes les fouilles que j'ai réalisées depuis que j'ai 5 ans. Et puis, toute l'histoire du général Gudin, de ses archives qu'on a trouvées
retrouvé à Vincennes. Enfin voilà, si ça vous intéresse. Voilà. N'hésitez surtout pas, oui, effectivement. Et Gudin, mais maintenant la suite aussi, parce qu'il y a quand même de nouvelles informations. On a été à Maloyaroslavets, même si c'était une plus petite fouille, Ah oui. et les soldats russes. Bah, en fait, moi j'appelle ça la guerre, hein, ou l'opération spéciale, ça dépend. Voilà. Mais depuis la guerre, en fait, en février 2022, la fondation, c'est obligatoire, je l'ai mis en stand-by avec les sanctions ignobles de l'Europe contre la Russie. Comment faire un projet, trouver quelque chose de positif, alors l'Europe envoyait de l'armement contre la Russie. Enfin, tu vois, c'était très compliqué. Et à un moment, je me suis dit, je vais fermer la fondation. On a fait déjà énormément de choses et je vais me lancer dans autre chose. Et ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit, non, non, ça va être utile plus tard. Mais moi, je ne peux pas attendre, tu vois. Un an et demi, je commençais à me dire, oh, c'est bon, moi, je ne peux plus. Et tous les projets que je montais, à chaque fois, ils étaient carbonisés, ils étaient annulés par les ministères russes et tout ça. Et voilà, parce que tout le monde avait peur, tu vois. Oh, la France et tout ça. Tu sais, à la fin, on me regardait, il y en a au début, je me rappellerai toujours, mars, avril, mai 2022, quand j'allais voir les ministres que je connaissais très bien et qui on s'entendait très bien, quand ils me recevaient, ils me voyaient vraiment comme un... J'étais devenu un Français, en fait, tu sais, voilà. Les Russes, ils sont spéciaux, hein, des fois. Hein. Et dès que je suis devenu russe, bon, ça, tu vois, c'était plus pareil. Mais parce que eux, dans leur tête et tout ça, maintenant, pourquoi on va faire des projets avec la France et tout ça? Parce que eux, ils n'ont pas une vision, tu sais, globale et large et dans le futur. Et moi, je leur ai dit, justement, il faut garder un pont historique, mémoriel. C'est justement ce qui laissera la mentalité française, par exemple, tu sais, proche de la Russie, de se dire, les Russes, c'est pas nos ennemis, tu vois, on a une histoire commune, c'est à travers l'histoire qu'on garde les ponts. Et je me suis dit, puisque je ne peux plus faire de projet en Russie, là, je vais aller en faire un en France. Illégalement, parce qu'on ne peut pas avoir d'autorisation en France, mais je me suis dit, je le tente. Et il y a deux symboles, en fait, entre la France et la Russie qui sont très forts. C'est le corps expéditionnaire russe de la Première Guerre mondiale, puisque c'est le tsar qui envoie 20 000 hommes en France contre de l'armement, qui envoie 20 000 hommes de brigade, qui passent par Vladivostok, Djibouti et qui arrivent par Marseille. Et ils font 10 000 km pour arriver en France et se faire carboniser complet le 16 avril 17 à l'offensive Nivelle. Et le Normandie-Niemen pour la Seconde Guerre mondiale. Mais on parle beaucoup du Normandie-Niemen, c'était 200 pilotes. Là, on parle de 20 000 soldats russes, 6 000 qui ont été tués en 3 mois, en 3 jours, le 16 et 19 avril 1917. Et là, je me suis dit, il faut que je retrouve des corps de ces soldats. Et là, donc, je vais à Courcy. À Courcy, Poutine voulait venir en 2014, ici. Il avait préparé son voyage et tout ça pour inaugurer un monument. Et notre cher ami Hollande a annulé son voyage, son trip. Donc, Poutine a dit, puisque je ne suis plus invité, je ne viens pas. Et ils ont quand même inauguré le monument à Courcy en hommage de ces 6 000 soldats russes qui ont été tués à Courcy. Comme la cathédrale, d'ailleurs, qui est pas loin du pont. Oui, ça, j'étais là, avec l'inauguration, j'étais là, quand il est venu à Versailles, ça, j'étais présent. Mais pour le corps expéditionnaire, donc je me suis dit, il faut que je creuse. Donc là, j'arrive dans les champs de Courcy et je dis, comment je vais trouver un soldat, il y a 3000 hectares, comment je vais faire? Il n'y a aucune information, ce sont des champs. Déjà, il faut que j'aille voir les propriétaires. Donc je vais les voir, je leur dis, j'aimerais bien trouver des soldats. Au début, je leur dis, j'aimerais bien trouver des gamelles, des cartouches et tout ça. Alors je dis, si je leur parle de soldats russes en ce moment et tout ça, tu sais. Oui. Et voilà. Et puis ils ont très bien compris, et puis ils m'ont dit, ils ont vu mon CV sur Internet et ils m'ont dit, tu cherches des soldats. Et là, ils me disent, tu sais, ces gars-là, ils sont venus mourir pour nous. Ils méritent le respect et tout, on te laisse faire. Donc ils m'ont laissé creuser dans leur champ. Voilà, j'ai creusé pendant 1 an. J'ai rien trouvé. J'ai fait 1500 trous et tout. Même les flics, ils s'arrêtaient et tout ça, ils me faisaient signe et tout. Tout le monde était à fond et ils me disaient, faut que tu trouves. Mais au bout d'un moment, 1 an, j'en pouvais plus, tu vois. Moi, j'étais frustré aussi un peu, à mort. Mais complet, je pétais des plombs et tout le monde, même mes parents me disaient, faut que tu arrêtes maintenant, tu es en train de devenir fou. Moi, ma vie n'a plus aucun intérêt si je ne réussis pas. C'est-à-dire que je suis capable de plus me laver, je m'en fous. Tant que j'ai pas trouvé le soldat, il n'y avait plus que ça qui m'intéressait. J'étais devenu complètement invivable, insociable. Je ne parlais plus à personne parce qu'il me fallait que je trouve ces soldats russes. Et j'allais vraiment arrêter cet été parce que ça faisait plus d'1 an et demi que je creusais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, va falloir me résigner, quoi. Et je me dis, je vais faire une dernière campagne de fouille de 3 semaines après la moisson. Donc j'y vais en juillet. Je creuse 2 semaines, que dalle encore. Je dis, bon, là, j'arrête. Et je dis à mes potes, allez, on va faire encore 3-4 jours de fouille. Je vais faire avec les images satellites que j'ai retrouvées et tout ça. J'ai encore 3 tranchées à faire. Si j'ai des sons,
bah, on ouvre ces piquets-là. Mais je me suis dit, ma deadline, c'est mon anniversaire le 5 août. Je dis après, bah, c'est fini. Et le 3 août, on devait creuser le 3 et le 4. Et le 3 août, 2 jours avant. C'est toujours pareil, comme Gudin, le dernier jour. Et le 3 août, je dis, j'ai 13 trous à faire seulement. 13. Alors qu'au début, quand je commençais, j'en avais 200. Là, on en avait 13. Et je dis à mes potes, bah, venez à 14 h, parce qu'il n'y a pas besoin de venir trop tôt, parce qu'il y a 13 trous. Et je leur dis, je voudrais commencer par ce trou-là, là, qui est près du village, où j'ai un son qui est bizarre. Et sur les cartes aériennes, je vois qu'il y avait un abri ici. Et on vient avec la grue et tout ça. Il creuse avec la grue. Il fait peut-être 1 mètre de profondeur. Et là, je vois un casque apparaître avec une tête. Et je me suis dit, si j'ai un trouvé en 1 an et demi et qu'il y a une tête avec un casque français, c'est un russe. Et là, tout de suite, la première chose, le réflexe, je me baisse et je regarde le casque. Je t'enverrai des vidéos. Et je regarde le casque du gars. Et il a un aigle bicéphale dessus. Et là, je dis, jackpot. Et ensuite, le corps, on voit qu'il est complet, le mec, qu'il est tombé face la première. Maintenant, c'est son nom, il s'appelle Pastoukov, parce qu'il avait, c'est Yakov Pastoukov, parce qu'ils ont leur plaque d'identité. Et là, en dessous du cadavre, je vois que ça s'ouvre. Et là, je vois tous les corps qui sont empilés, complets et tout ça. Et là, je dis, on a trouvé toute l'armée russe, ça va chauffer. Parce que si tu n'en trouves qu'un, ils auraient pu me dire manipulation, tout, tu sais. Mais les Français ou même les Russes, tu vois. Mystification, c'est un Russe. Enfin, tu vois, ils ont... là, il y en a au moins 23 déjà, et il y en a 120 en fait, je vais te raconter. Et une fois que j'ai trouvé, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai réussi, je suis dans la merde. Parce que là, procureur, police, ça va être chaud. Donc, mais ils me respectent, donc ça va. Donc tout de suite, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été à la gendarmerie, je dis, avec ma trousse de toilette, parce que j'aurais dit, bah, je suis prêt pour la garde à vue, quoi. Et ils ont rigolé, ils me disent, mais t'es pas un terroriste, on va pas te mettre en garde à vue. Ce que tu fais, voilà, t'as fait des fouilles illégales, t'auras un procès, donc j'aurai un procès au mois de mars l'année prochaine. Bon, j'en suis à 2000, alors moi je m'en fous. Mais très, très ouvert. Et la procureure, normalement, tu sais, il y a une enquête criminelle, parce que tu sais, un corps de la Première Guerre mondiale, il faut que ça soit la police criminelle qui vienne et qui prouve que c'est un soldat de la Première Guerre. Ça pourrait être un gars que tu as tué et puis tu as mis un casque et tu dis tiens, putain, il est bien conservé. Et la procureure, elle était super, elle a classé l'affaire en 3 heures. En 3 heures, elle a classé l'affaire criminelle en affaire culturelle. Donc déjà, il n'y avait plus le côté judiciaire et tout ça qui est très emmerdant. Et après, c'est la culture, la drague qui reprennent avec l'ONAC, les anciens combattants. Et là, ils sont venus sur place, ça a été un peu long, ça a mis 3 semaines avant qu'ils viennent creuser parce que, bah, russes, et ils ont bien compris que j'avais trouvé des Russes, hein, tu sais, c'est, voilà. Et là, ils sont venus, l'ambiance était assez froide le jour des fouilles parce que j'avais fait venir TF1, mais c'est les médias qui font foi, tu vois. Donc avec TF1, et le préfet, au début, il ne voulait pas autoriser TF1, il est venu faire interdire TF1, il a fait revenir 3 camionnettes de gendarmes, donc il a mobilisé 15 gendarmes pour interdire TF1. Mais t'interdis pas TF1. En France, c'est liberté de la presse et tout, ils sont pas... Et les gendarmes, je n'oublierai jamais, qui disent « On en a marre de recevoir des ordres à la con, moi j'interdirai pas... » Ah, tout le monde était à fond, tu vois. Tout le monde avait... Et l'assistant du préfet était... Tu vois. Et à la fin, ils ont filmé, ils ont fait un 13 heures qui a fait quand même 6 millions de vues, donc c'était pas mal pour lancer le truc. Et donc, une fois qu'ils ont sorti des corps, et bien là, en fait, les archéologues, ils doivent trouver eux-mêmes 3 objets, 3 artefacts pour prouver la nationalité. Ou la plaque d'identité. Oh, ils avaient les 2 plaques d'identité, tous, parce qu'ils ont été ensevelis vivants, direct, avec le nom en cyrillique, le nom en français, les papiers, tout, des trucs de... donc la directrice de l'ONAC, donc de la ministère de la Défense, écrit une lettre officielle à la Russie, la lettre, je l'ai, pour leur annoncer officiellement, je m'incline devant la mémoire des soldats russes morts pour la France, et la France financera les voyages de 2 membres de chaque famille. Donc franchement, c'est le premier truc positif, tu vois. Là, c'est officiel, et puis c'est la France qui paye, ce qui est j'ai envie de te dire, c'est normal, puisque ces soldats sont morts pour la France. Mais tu sais, ce qui est normal, ils peuvent s'en foutre, tu vois, de dire, allez, soldats, on n'en parle pas, et puis voilà. Donc là, ils vont inviter les familles, mais après, ils m'ont dit, bah, retrouve les familles. Et puis, oh là, retrouver des familles en Russie, j'ai dit, oh, je vais ramasser. Et on en a trouvé une, il y a 3 jours. J'en aurai qu'une, je pense, sur les 6 premiers, parce que c'est très compliqué. Et on en a une, parce qu'il me faut les documents officiels, tu sais, qui prouvent, qui remontent au début du XXe siècle. Donc, on a tout, les actes de naissance, tout. Et puis, et on a le descendant, il porte le même nom. Après, c'était pas très compliqué pour cette famille, puisqu'ils habitent encore dans le même village, tu vois. Donc, il y a 700 habitants, donc voilà. Et j'ai déjà des photos et tout ça, des trucs de fou. Et maintenant, donc, on a tout transmis il y a 2 jours au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères. Sinon, tu as d'autres projets qui arrivent par la suite? Alors, en fait, il me reste... j'ai vraiment 2 rêves. J'ai un rêve complètement fou, c'est Alexandre le Grand, mais bon, ça c'est une autre question. Mais j'ai Borodino, qui est quand même pour moi le symbole suprême de la campagne de Russie. Mais Borodino, c'est un lieu sacré en Russie, donc ça va être
c'est très compliqué. Le projet est prêt, hein. Mais c'est mon rêve. Mais pour le faire, je dois avoir une autorisation du président Poutine directement. Et ensuite, le deuxième projet que je vais faire, c'est un rêve aussi, et je vais le faire au mois de mai l'année prochaine, c'est la campagne de Napoléon en Égypte, la bataille des pyramides. Et je vais inclure 3 pays dedans, donc l'Égypte, bien sûr, mais je vais prendre des experts russes et des experts français. On a déjà les équipes, les meilleurs, je ne peux pas donner leur nom pour maintenant. Il y aura un documentaire qui sera fait par France Télévisions. Et voilà, ça n'a jamais été fait. La campagne de Napoléon, ça sera toujours mieux de toute façon que le film pourri de Ridley Scott, là, espèce de merde qui est sorti. Et là, au moins, ça sera à travers l'archéologie. Donc, on va peut-être retrouver des Mamelouks, des Français, des Anglais, ça serait bien, ça, des roast beef. Et voilà. Donc, voilà, c'est mes 2 grands projets, c'est l'Égypte et Borodino. Voilà. Eh ben, merci Pierre pour tous ces propos incroyables, toute cette histoire aussi si particulière. La Russie vous accueille à bras ouverts. N'oubliez pas d'aller regarder le livre pour vous procurer le livre au passage de Pierre. Merci beaucoup à toi. Merci Et puis beaucoup. peut-être à une prochaine. À une prochaine, merci.